Merci. Merci Valérie. Merci à tous d'abord d'être là. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas historien. Je m'intéresse à l'histoire et à certaines parties de l'histoire et je souhaite en faire participer des gens. Ben, vous êtes nombreux ici à être là. J'ai une question à vous poser. Et sans le micro, est-ce que ma voix porte suffisamment? Ou est-ce que c'est nécessaire que je prenne le micro? Bon, nous allons bien voir. Il y en a qui préfèrent. Il y en a qui préfèrent. Il y a toujours des délicats dans l'affaire. Bien. Alors, j'ai souhaité faire cette intervention parce que, au cours d'un de voyages, nous avons parlé de Jean tout à l'heure, je l'ai accompagné. Il est venu me voir à Panama et il a souhaité aller dans un endroit qui s'appelle la baie des Écossais, mais autrement dit la baie New Caledonia. Et il y a aussi, au large de, enfin pas très loin, il y a une île qui s'appelle Nueva Caledonia. Alors bien sûr, vous connaissiez, ceux qui connaissent Jean, vous savez qu'il est plus facile de casser un menhir que la détermination de Jean Guillou. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Donc, voilà. Donc il est venu me rejoindre à Panama où j'ai vécu pendant 7 ans. Et puis nous avons été donc sur ce lieu. Et comme il n'avait pas écrit quelque chose là-dessus, je me suis dit, ben, je continue dans ses traces et je vais faire un petit quelque chose là-dessus. Merci au musée, merci à Valérie, merci à Alain, et j'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Et j'attends surtout à la fin, j'attends vos contributions, vos questions, parce que je pense qu'il y aura des choses qui sont très intéressantes, parce que je vais aborder notamment au-delà du thème de cette colonie, je ne vais pas dire tellement colonie, c'était plutôt un comptoir commercial que les Écossais voulaient installer dans cette région du Panama. Et nous allons à la fin, parler beaucoup de la Calédonie, l'origine du nom Calédonie, comment c'est arrivé, pourquoi ça s'appelle Calédonie, etc. Et j'attendrai vos questions et je tâcherai d'y répondre avec le plus de justesse possible. Alors, le thème de ce soir, c'est donc, comme vous pouvez le voir dans le premier paragraphe, qu'au XVIIe siècle, d'abord, il y a eu des endroits qui se sont appelés Calédonie, et nous allons rapidement en parler. Alors, dans mon introduction, je vais vous citer les 5 lieux qui se sont appelés ou qui s'appellent toujours Nouvelle-Calédonie. Alors tout d'abord, il y a la Calédonia, dont nous avons vu tout à l'heure, c'est donc cette région d'Écosse. Et cette Calédonia, c'est l'origine du mot. Donc ça a été découvert au 1er siècle de notre ère par un général romain qui s'appelait Agricola. Et lors de la conquête de l'Angleterre, il s'est trouvé confronté aux tribus du nord de cette Calédonia. Et c'est-à-dire, il y avait les Pictes, il y avait des Celtes, et il y avait les Calédonies. Et les Calédonies, II. Pourquoi II? Je vous l'expliquerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. II, c'était la façon latine de transférer un nom local en latin pour la facilité de compréhension. Il y avait des tas d'autres tribus qui s'appelaient, il y avait les Dominii, il y avait d'autres, les Parisi. Tout ça, c'était des noms que les Latins avaient transformés pour la compréhension. La New Caledonia qui nous concerne, ce qui est en jaune, hein, en 1698, donc c'est sur la région du Darien, au Panama, et l'île Nueva Caledonia qui se trouve en face de cette baie, et ça va être l'objet, ça va être le corps de cette causerie de ce soir. Ensuite, nous avons la New Caledonia. Un matin du 4 septembre 1774, il y a James Colnett qui a été tapé à la porte du capitaine de la Résolution, qui s'appelait James Cook, et qui lui a dit, voilà, il y a une terre ici qui n'apparaît nulle part. Et effectivement, James Cook a dit, oh, c'est sympa, puis ça ressemble au code de la Calédonie, du Nord. Pas la nôtre, bien sûr, parce que James Cook n'était pas écossais, c'est son père qui était écossais. Voilà, ça c'est donc ce nom-là, et ce nom est devenu après, tout le monde le sait, effectivement, c'est devenu après Nouvelle-Calédonie, Février des Pointes. New Caledonia, un peu moins connue, c'était une province anglaise du Canada qui a été explorée par un certain Fraser, qui a fait beaucoup de travaux au Canada, et il l'a appelé comme ça, il l'a appelé New Caledonia, parce que
ça lui paraissait sympathique. Or, quelques années plus tard, la reine Victoria, ayant connu l'exploit de James Cook, en disant James Cook a baptisé cette île New Caledonia, donc je vais enlever le nom de New Caledonia du Canada pour le transformer en British Columbia. Voilà, c'est donc passé comme ça. Voilà, en gros, les 5 Calédonies qui existent et dont on pourra parler un petit peu plus tard. Alors, l'introduction étant faite, je vais vous parler des conquêtes maritimes à partir du XVe siècle. Non, c'est de l'autre côté, voilà. Alors, il faut savoir que dès 1415-1416, les Portugais étaient les grands navigateurs sous la houlette du roi João. Alors on ne dit pas João en portugais, on dit João Ier, et de son fils qui s'appelait Henri le Navigateur. J'ai mis une petite image ici. Voilà ce que Henri le Navigateur a pu faire. Il a donc il a volé Ceuta aux Espagnols. En plus, il a conquis Madère, les Açores, le Cap Bourador, le Cap-Vert, le Congo, et il a ouvert la route vers les Indes. Donc ce sont des Portugais qui ont vraiment démarré les conquêtes maritimes. Christophe Colomb, lui, de son côté, il était parti de l'autre côté. Il était parti du côté ouest et il a découvert en 1492, bien sûr, le Nouveau Monde, en accostant sur une île des Bahamas. Un peu plus tard, eh bien, Cortés a conquis le Mexique en 1519, et puis le Pérou a été conquis par Pizarro en 1532. À partir de là, on peut considérer que la course aux grandes découvertes était lancée. C'était parti. Mais, afin de réglementer le partage du monde, les Espagnols et les Portugais, qui étaient parmi les précurseurs, ont établi un traité qui définissait les zones distinctes pour éviter les conflits entre eux. Alors, ce traité de Tordesillas, il a été signé en 1494, sous l'instigation du pape Alexandre VI. Et à partir de là, ils ont dit on va partager le monde. On va partager le monde en deux parties. Il y aura une partie qui sera aux Espagnols. Ça, c'est la signature du traité entre Ferdinand d'Aragon et puis le roi Jean II du Portugal. Voilà, le partage du monde était ainsi fait. À partir d'une ligne qui était complètement une ligne imaginaire, qui est ici, à peu près à 1800 km à l'ouest des Açores, c'était la zone réservée aux Espagnols. Et tout ce qui était du côté oriental, c'était pour les Portugais. Donc on va bien, mais qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas bien l'antéméridien. C'est pour ça que Magellan, il y a eu quelques petites histoires aussi dans la conquête des Moluques et tout ça, et ça a été un petit peu tendu. Mais enfin voilà, la répartition qui explique que tout ce qui est plus clair est portugais, tout ce qui est plus foncé, sauf le Brésil, parce que le Brésil qui a été découvert par Cabral, eh bien c'était déjà une partie portugaise et puis la partie espagnole. Alors ce traité ne concernait que l'Espagne et le Portugal. Les autres nations européennes, comme la France, l'Angleterre, la Hollande, qui n'étaient pas concernées, qui s'en moquaient complètement, ont entrepris de leur côté de se lancer dans des nouvelles conquêtes, et la concurrence sur les mers, ça devenait vraiment féroce. Je ne vais pas parler de tout ce qui est du côté beaucoup plus oriental. On va s'arrêter au sud de l'Afrique. On va surtout orienter notre discussion vers la partie de l'océan Atlantique. Donc vers la fin du XVIIe siècle, l'Écosse, c'était un royaume qui était comme... C'était deux rois. C'était un roi pour deux royaumes. Guillaume III d'Orange, la maison Orange-Nassau, était donc le roi à la fois d'Écosse et du Portugal. Comme ça s'était passé en 1600, c'était le roi Jacques Ier qui était à la fois premier roi d'Espagne et du Portugal. Donc, nos amis écossais ont dit, nous allons nous aussi nous lancer dans cette conquête du Nouveau Monde, et puis nous allons faire quelque chose dans ce coin-là. Les fameuses Indes orientales, c'est-à-dire toutes les Caraïbes, la côte que Christophe Colomb a découverte, faisaient partie
dès 1510 de ce que l'on a appelé le royaume de la Grande Grenade, le royaume de Grenade. C'était tout ça, c'était... Donc, si on revient au début, c'est le Venezuela, la Colombie, le Pérou et Panama. Tout ça faisait une seule entité. Alors, bien évidemment, les gouverneurs espagnols qui étaient dans le coin ont vu d'un très mauvais œil la venue d'Écossais et ils n'ont pas cessé de leur créer des petits ennuis. Et puis, les Anglais, de leur côté, étaient aussi avec les Espagnols. Ils n'étaient pas très d'accord avec les Français à cause de l'histoire de Louis XIV et tout ça. Et ils se sont alliés, disons, de façon tout à fait, non pas définie, mais ils se sont entendus pour bloquer ces navigateurs écossais qui venaient. Ils étaient ils étaient des alliés de fait, parce que les Anglais avaient la Compagnie des Indes, les Écossais avaient la Compagnie des Indes aussi, les Espagnols étaient déjà installés, et c'était très malvenu de voir quelqu'un s'imposer dans cette région. Alors, les Écossais ont souhaité installer une colonie. Je vais revenir sur le thème colonie parce que la connotation n'est pas tout à fait la même, parce que ça s'appelait colonie, mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était installer un comptoir. Comme au XVIIIe siècle, ont fait les Français en Inde avec les fameux comptoirs qu'on a appris à l'école, Mahé, Chandernagore, Pondichéry, tout ça. Vous vous rappelez certainement de vos anciennes études. Voilà. Voilà, donc ça, c'était le contexte international. Alors nous en arrivons maintenant à New Caledonia, donc cette colonie écossaise dans la province du Darien à la fin du XVIIe siècle, qui a été une catastrophe. Nous allons voir pourquoi ça a été une catastrophe, hormis les dissensions entre les Espagnols, les Anglais et les Écossais, ça s'est quand même fini assez dramatiquement. Nous allons voir l'origine du projet. Alors voilà le Panama, pour ceux qui le situeraient mal, le Panama est ici. Ce qu'on appelle le royaume de Grenade, c'est ici aussi, tout ça. Alors, ce projet, il est né en 1695 sur le désir d'un homme d'affaires, politique aussi, qui s'appelait William Paterson. À cette époque, l'Écosse était un petit pays qui avait subi pas mal de dégâts. Il faut savoir qu'en 1645 ou 55, je crois, il y a eu la peste. Il y a eu beaucoup de monde qui sont morts, beaucoup de personnes sont décédées. L'économie n'était pas florissante et il n'y avait qu'environ 1 300 000 habitants à cette époque. La pauvreté était généralisée, l'agriculture était peu productive, l'industrie était en complète faillite et il y avait des pénuries alimentaires et la population était gravement impactée. Donc ce monsieur William Paterson, qui était donc économiste et puis banquier, il avait participé à la création de la Banque d'Angleterre quelques années plus tôt, est tombé sur un livre qui s'appelait « Le nouveau voyage autour du monde ». Ce livre a été écrit par un Anglais qui s'appelait Lionel Waffer, qui était à la fois boucanier, gallois, corsaire écossais, enfin il traînait un petit peu dans toutes les mauvaises affaires du monde, et ce monsieur Lionel Waffer a vécu au Panama. Il était aussi chirurgien. Et il connaissait cette région, il a transcrit dans un livre ce qu'il en savait. Et William Paterson s'est trouvé très très intéressé de ça. Et il a aussi, William Paterson, lu des écrits de Dampier. Dampier, c'était ce corsaire aussi qui voyageait un peu de partout. Il a écrit beaucoup de choses, tant sur le côté atlantique que sur le côté pacifique, parce qu'il a été un des premiers à découvrir les côtes de l'Australie. Donc, à la lecture de ces bouquins, il a dit quand même, c'est pas mal, je vais essayer de faire quelque chose, je vais donc installer une colonie comptoir commercial dans cette région. Un projet tout à fait simple, on charge des bateaux, ils accostent au Darien, les colons s'y installent et construisent des entrepôts pour les marchandises à venir d'Europe. Le commerce ainsi généré doit faire prospérer cette entreprise par les échanges avec les populations locales et puis environnantes aussi. Les Écossais
était complètement ravi de savoir qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se faire. Et la Company of Scotland Trading and Africa and Indies, voilà, c'est en anglais, donc la compagnie de commerce entre l'Écosse, l'Afrique et les Indes, a été créée. Sauf qu'elle n'a jamais été aux Indes et cette compagnie n'a jamais participé à la traite des esclaves. C'est un point qui est intéressant. Alors, cette compagnie, c'était sous le règne de Guillaume III, bien sûr, mais Guillaume III n'était pas d'accord, parce que le contrat pour la création de cette compagnie s'est fait sans qu'il n'était pas là, il était absent, ça ne s'est pas passé. Et il n'était pas d'accord, parce que Patterson, dans son idée, c'était de faire participer aussi bien les Écossais que les Anglais. Et ils avaient donc prévu un capital assez important, un capital de 600 000 livres sterling de l'époque, ce qui peut représenter à la livre d'aujourd'hui à peu près 11 millions CFP. Mais je vous rappelle que nous sommes en 1695, c'était beaucoup d'argent. Guillaume III, quand il a su que cette compagnie avait été créée sans vraiment son accord, a insisté auprès des investisseurs anglais, si bien qu'ils ont retiré leur investissement et la compagnie ne s'est trouvée dotée que de 400 000 livres sterling, c'est-à-dire à peu près 75 millions CFP. Et parmi tous ces riches Écossais, il y avait des commerçants, il y avait des agriculteurs, il y avait des personnes intéressées pour aller vivre une vie meilleure que ce qu'ils avaient effectivement en Écosse. Le départ était prévu pour 1698, le 16 juin exactement. Voilà quelle était l'origine du projet. Ici, vous avez une carte de Panama, un peu agrandie. Et ce qui va nous concerner, c'est la province du Darien, qui est en vert là-bas. Enfin, j'espère que c'est vert parce que je suis daltonien. Bon, alors, cette province, elle est là. La ville de Panama est là-haut, avec le port de Balboa. Et vous avez tout après la côte qui descend au Darien jusqu'à la Colombie. Un petit peu plus d'un zoom dessus. Ici, la baie Calédonie. Et le New Edinburgh, c'est la ville que les colons ont créée lorsqu'ils sont arrivés. On va dire ville, mais enfin c'était des petits baraquements, mais enfin c'était quand même pas mal. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à propos de là, c'est que il y avait un navigateur qui s'appelait Rodrigo de Batistas, qui faisait partie des expéditions de Christophe Colomb. Et une fois fini ses expéditions avec Christophe Colomb, il est retourné en Espagne. Mais il avait été intéressé quand même par tout ce qu'il avait pu voir dans le coin. Et il est revenu, il est reparti de Cadix en 1501, et il est reparti donc par l'Atlantique, il est passé par la Grenade, et il a longé toutes les côtes de Venezuela pour arriver jusqu'au golfe, le golfe d'Aruba, qui est ici. Et là, il a trouvé des côtes qu'il a trouvées complètement intéressantes. Il a vu le Darien. On zoome un petit peu dessus. La baie Calédonia est à peu près ici. Et Batistas a fait toute cette zone-là. Il a traversé le golfe du Rabat et arrivé ici, il a trouvé les côtes tellement sympathiques qu'il s'est dit c'est extraordinaire. Il a vu tout ça et il a dit pourquoi. Voilà quelque chose de très très intéressant. Et dans l'expédition de Batistas, il y avait. Alors, le nom de Darien, ça vient du grec, alors pardonnez la prononciation parce que mes études sont très très longues, ça vient du grec dareios, qui signifie qui possède de belles richesses. Voilà. Et parmi les membres de cette expédition, il y avait un jeune aventurier qui devait laisser son nom dans l'histoire, et cet aventurier s'appelait, c'est Vasco Núñez de Balboa. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que Balboa a quand même. Voilà, Vasco Núñez de Balboa. Ce garçon, il a une vie extraordinaire. Une fois que l'expédition de Batistas est terminée, eh bien, il s'est installé à Hispaniola, c'est-à-dire la Dominique, Haïti, la République dominicaine. Il a acheté une canne à sucre, mais alors il était tellement nul qu'il a fait faillite. Et il était recherché par tout le monde parce qu'il avait d'énormes dettes. Alors, ayant ces dettes, bien sûr, il est obligé de quitter précipitamment l'île de la Dominique et pardonnez-moi. Voilà, donc il a quitté la Dominique et il s'est embarqué clandestinement sur une expédition d'un autre conquistador qui s'appelait Martín de Enciso.
Mais quand je dis clandestinement, ça me rappelle peut-être cette fameuse histoire du philosophe grec qui s'était mis dans un tonneau. Eh bien, il a embarqué dans un tonneau, puis il est arrivé effectivement jusqu'au Darien, il a débarqué, et ça, il était donc en 1509, il est arrivé. Le pays lui a plu, mais c'était un violent, c'était un conquistador, un vrai conquistador comme les Espagnols les aimaient à l'époque, c'est-à-dire il n'y a rien qui comptait que l'argent et la conquête des terres. Mais il a fondé la ville qui s'appelait Santa Maria la Antigua del Darien, qui a été la première ville sur ce que les Espagnols ont appelé la tierra firme, c'est-à-dire la première ville espagnole sur le continent, parce que tout le restant était sur des îles. Voilà, donc il était installé là-bas, et il a donc créé cette terre, et un petit peu plus tard, il a créé une autre ville qui s'appelait Acla. Alors, j'y suis allé, donc je connais ce coin-là, j'y étais avec Jean d'ailleurs, mais nous n'avons pas pu aller jusqu'à l'endroit où se situaient les restes de la ville, parce que le climat était horrible, il y avait du vent, des rochers, et on n'a pas pu accoster les piroguiers qui nous drivaient, on dit non, non, nous on n'y va pas, etc. Donc je ne l'ai pas vu à Clam, mais enfin, ça a périclité, ça passait très longtemps. Donc Balboa, il a noué des relations avec les représentants de la couronne, une fois arrivé là-bas, donc il s'est dit, ben, comme c'est une position espagnole, je vais contacter effectivement à Panama. Il y avait un gouverneur qui s'appelait Pedro Arias d'Avila, qui était donc le responsable de cette ville de Panama. Et il s'est tellement fait bien voir que Pedro Arias l'a aidé à se faire certaines choses. Balboa, lui, il en a profité pour se marier avec la fille de Pedro Arias. Bon, il n'était pas là pour rien, il est venu célibataire, il s'est marié. En 1513, il était retourné à Santa Maria et il a été informé par les Indiens Kunas de la région, Kunas, qu'il y avait une large étendue de mer qui se trouvait sur l'autre côte de l'isthme de Panama. Alors, il a consigné certaines personnes et ils ont traversé, en remontant les rivières, ils ont traversé tout l'isthme de Panama pour arriver jusqu'à l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle le Rio Tuira. Et là, il a vu cette étendue de mer et il a appelé ça El Mar del Sur, c'est-à-dire l'océan Pacifique. C'est donc le premier Européen à avoir vu l'océan Pacifique. Bon, les relations avec son beau-père n'étaient pas très bonnes, il y a eu des dissensions, et Pedro Arias a monté une cabale contre Balboa, si bien qu'il l'a ramené à Acla et il lui a fait décapiter en 1519. D'où le mariage, c'est parfois peut-être pas une très bonne chose. Enfin. Voilà. Alors venons-en maintenant, après ce petit trait d'histoire qui était, je pense, non pas important, mais qui était utile de faire, nous allons parler effectivement de l'expédition. Alors, les expéditions, il y a eu 2 expéditions. La première expédition est partie en 1698, et elle s'est terminée en 1699. La colonie a été abandonnée en 1699. La deuxième est partie en août 1699, et en 1700, c'était terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 expéditions, la première expédition qui a quitté, avec la seconde expédition, pardon, n'avait pas connaissance que la première expédition avait quitté l'île, parce que les communications n'étaient pas excellentes à l'époque, le réseau passait mal. Alors, bon, on va voir donc la première expédition, il y a 5 navires qui sont partis, je vais vous citer rapidement parce qu'il y a quelque chose qui est sympa aussi. Il y avait le Saint Andrew, le patron des Écossais bien sûr, il y avait l'Unicorn, le Dolphin qui était un bateau français, qui avait été pris par les Écossais, et l'Endeavour. Et le 5e, il s'appelait le Caledonia, comme par hasard. Bon, ils ont quitté le port de Leith en juillet 1804. Alors là, ça, c'est la baie des Écossais. Hein. La préparation des expéditions. Et après, ça, c'est le fort qui avait été construit à la baie des Écossais. Donc, il quitte le port de Leith, le port d'Édimbourg, le 16 juillet 1998, avec 1200 personnes à bord, principalement des hommes, c'est-à-dire des commerçants, des militaires, des cultivateurs, des religieux, bien sûr, parce que chacun voulait porter la bonne parole.
Et puis, le chargement conséquent des matériaux, des vivres, beaucoup de céréales, de la viande séchée, des animaux vivants. Il y avait des vaches, il y avait des cochons. Et ils ont marqué tout ça sur les bateaux et tout le monde est bien parti. 1200 personnes en route, lever la voile. Après, un voyage qui s'est quand même avéré assez pénible parce que ce voyage a duré 4 mois. Pendant 4 mois, ça a été l'enfer pour les colons qui étaient à bord. Et surtout, il n'y a eu que 4 navires qui sont arrivés à destination. Le Dolphin a été capturé par les Espagnols en cours de route, parce qu'il faisait quand même régner pas mal la loi dans les environs. Donc toute la flottille dont j'ai parlé tout à l'heure a jeté l'ancre le 30 novembre 98 sur la côte du Darien, proche d'une baie qui s'appelle la baie des Écossais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce voyage, 400 personnes sont mortes, décédées. Et puis on a jeté les corps par-dessus bord parce qu'il ne fallait pas s'enquiquiner. La promiscuité avec les animaux vivants, les mauvaises conditions, tout ça, ça a fait ce dégât. Il n'y a que 300 personnes qui sont arrivées gravement malades, dont nombreux sont décédés après. Ça a été une catastrophe. Ils ont pourtant, les survivants ont quand même été bien accueillis par les locaux, les Indiens Kunas, et rapidement, ils ont signé un traité d'amitié entre les colons et les Kunas. Parce que les Kunas n'aimaient pas les Espagnols. On peut le comprendre, j'en ai parlé tout à l'heure, les Espagnols avaient un mode de colonisation qui était assez sévère, et les Kunas n'acceptaient pas du tout. Donc des étrangers arrivés, ils leur paraissaient sympathiques, et bien ils se sont donc alliés par un traité. Les Écossais qui ont été autorisés à profiter des terres, eh bien ils ont pris possession des lieux, et ils ont nommé ça New Caledonia. Rapidement, ils ont construit un petit fort, le fort de St. Andrew, dont ici on voit là une représentation de l'époque, et un campement de petites maisonnettes en bois, et ils allaient cueillir le bois, etc. Et ils ont appelé ça donc le fort de St. Andrew, la colonie New Caledonia, et ils ont baptisé la ville de New Edinburgh, bien sûr, en tant qu'Écossais. Et le tout entouré par une palissade de 400 mètres carrés, parce qu'ils voulaient se protéger, de 400 mètres de long, pardon, parce qu'ils voulaient se protéger des Espagnols et d'éventuels pirates dans la région, parce que même à cette époque, les pirates voyageaient dans ce coin, et puis aimaient bien détrousser les gens. Bon, les pauvres colons, ben, c'était pas le lieu qu'ils espéraient pour trouver, parce que la vie devenait de plus en plus dure, les conditions de vie étaient dramatiques, et ça s'empirait de jour à jour, à cause de la pénurie de vivres, parce qu'une partie des vivres embarqués dans les bateaux avaient tourné, c'était les céréales, la moisissure, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la promiscuité avec les animaux. Ils ont trouvé ici là-bas un climat complètement insalubre. Ils ont subi une grave épidémie de malaria et de nombreux décès, dont l'épouse de Patterson qui était sur le bateau. Et surtout, il y avait d'incessantes escarmouches avec les Espagnols. Donc le moral des colons a rapidement commencé à s'effondrer. En février, ils sont arrivés en novembre, en février 1699, les Espagnols qui avaient été prévenus par les Anglais, la perfide Albion, bien sûr, de l'arrivée de ces bateaux écossais, ont mobilisé une force qui s'est rendue sur place pour chasser ces étrangers indésirables. Bon, les colons, prévenus par leurs alliés indigènes, eh bien, ils ont levé une petite troupe d'une centaine d'hommes pour essayer de contrer cette arrivée des Espagnols. Heureusement, cette troupe d'Espagnols a été prise dans ce fameux climat de Panama, parce que c'est quand même assez. Les pluies de Panama, je peux vous en parler, c'est quelque chose d'assez fort. Et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient et ils n'ont pas pu aller détruire la colonie. Donc les colons s'en sont bien sortis, mais pourtant, en mars, très peu de temps après, un mois après, une nouvelle tentative a été menée par les Espagnols. Ils ont été envoyés par le gouverneur de Carthagène. Carthagène, c'est actuellement en Colombie. Donc des bateaux sont arrivés, ils ont tenté de prendre la colonie par la mer. Rebelote, ça a encore été un échec pour les Espagnols. Les Écossais ont eu quand même beaucoup de chance dans ces deux affrontements. Mais il y a eu quand même de nombreuses victimes, tant parmi les colons que parmi les colons, parmi les Kunas, parmi leurs alliés Kunas.
Malgré les efforts et les accords conclus avec les indigènes sympathisants, après 7 mois de résidence dans cette colonie, les Écossais ont été contraints d'abandonner la place en juillet 1699, malgré les protestations de Patterson. Non, je vais revenir ici. Je vais revenir sur le premier abandon de la colonie. Voilà. Donc, ils abandonnent la colonie à ce moment-là et ils repartent avec les bateaux. Alors, ils étaient affaiblis, bien sûr, par le manque de tout, par l'insalubrité, par le refus d'aide anglaise, parce que les Anglais avaient des ports, des possessions à la Jamaïque, ils avaient des possessions à Cuba, et ils avaient aussi d'autres possessions aux alentours. Mais ils ont donc effectivement abandonné cette colonie avec au grand regret de notre ami William Patterson. Et puis le retrait s'est avéré désastreux. 2 bateaux, le Saint Andrews et le Endeavour, font naufrage avant d'arriver à la Jamaïque, en faisant plus de 250 morts. Il ne restait plus beaucoup, mais là, il en reste moins. Parmi les rescapés, soutenus par les pirates installés à Port-Royal, certains sont retenus en Jamaïque par les forces anglaises. Et d'autres décèdent sur place. Les survivants ont été considérés comme des réfugiés ou des déportés. Leur situation a été très complexe. Ils ont été soumis à ce que l'on a appelé à l'époque le contrat de servitude. C'est-à-dire, voilà, je vous apporte secours en mer, mais vous nous devez quelque chose par le travail, vous restez donc un moment prisonnier, entre parenthèses, chez nous, pour apurer votre dette parce qu'on vous a envoyé les secours. Alors, c'était à la fois une semi-détention ou alors l'intégration dans les colonies britanniques environnantes, Jamaïque par exemple. Le Calédonien et l'Unicorne, les 2 bateaux qui n'ont pas sombré, font route vers New York. Et puis le Calédonien poursuit jusqu'en Écosse, où il arrive en novembre 1699. L'Unicorne, quant à lui, avait sombré et suite à un incendie. Donc sur ces 5 bateaux qui étaient partis au départ d'Édimbourg, il n'y en a qu'un qui est arrivé à Édimbourg, et il s'appelait le Calédonien, encore une fois par hasard. Donc, parmi les colons qui sont restés en Jamaïque, certains ont été libérés quelques mois après et ont pu reprendre la mer. Mais leurs navires ont fait naufrage dans une tempête au large de la Floride, emportant avec eux la totalité des occupants. Au large de la Floride, alors ça peut peut-être vous interpeller, ça nous ramène à quelques siècles plus tard, le triangle des Bermudes. Est-ce que ça aurait été ça? Sachant que Christophe Colomb avait connu quelques problèmes avec sa boussole à l'époque, parce que Christophe Colomb avait une boussole, effectivement, qui avait été invitée par un Italien de la ville d'Amalfi, et il avait remarqué que sa boussole se déréglait complètement dans cette zone-là, et c'est probablement ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais on peut envisager que le triangle des Bermudes y est pour quelque chose, pour moderniser un petit peu le propos. Bon, seul le Calédonien a réussi à rejoindre l'Écosse avec moins d'une centaine de survivants, dont William Patterson. Lui, il a eu de la chance jusqu'au bout aussi. La deuxième expédition, eh bien, elle est partie après que l'autre ait quitté le Darien. Donc, l'information n'a pas été parvenue en Écosse. Il y a 4 nouveaux bateaux. Il y avait le Rising Sun, l'Hamilton, le Hope of Boldness et le Company's Hope, encore une fois chargés de vivres, d'animaux et de matériel qui ont quitté le port de Lewis à ce moment-là, en août 1699. Sur les 1200 personnes à bord, presque 200 sont morts pendant le voyage. Et lorsque les survivants sont arrivés à Darien, donc en New-Calédonien et la ville de New et d'Emour, ils n'ont trouvé que 3 personnes survivantes. Les autres étaient peut-être partis compter fleurette aux indigènes et avaient complètement disparu. Et puis, ils n'ont trouvé que 3 personnes et un emplacement désolé, complètement désolé. La brousse avait tout envahi, enfin la jungle avait tout envahi, parce que c'est pas de la brousse, c'est de la vraie jungle. Et cette tentative d'aller chercher du secours à la Jamaïque avec le capitaine Duncan est arrivé à la Jamaïque, il a demandé aux Anglais de les aider, les Anglais ont dit niet, enfin ils ont dit no, pardon. Et ils ont fait retour sur Darien, et pendant les 4 mois et 11 jours que la deuxième colonie a passé en New-Calédonien,
les malheureux colons ont été régulièrement attaqués par les Espagnols, et constatant la désolation, l'impossibilité de se défendre, John Coltrane, qui était le capitaine de l'expédition, il a demandé à évacuer 500 hommes et toutes les femmes vers l'Écosse, vers la Jamaïque et vers New York, parce que New York était anglais à l'époque. Ça avait déjà été repris aux Hollandais. Les femmes sont parties parce que la première expédition, c'était quasiment que des hommes. Alors il y a eu des gros problèmes qui sont liés surtout au fait que le commerce n'a pas marché. La première expédition, ils avaient amené des peignes, ils avaient amené des perruques, ils avaient mis de la verroterie, mais ça n'intéressait pas les locaux, bien évidemment. Donc le commerce n'a pas fonctionné. Et c'était vraiment la grande désolation. Il y avait en plus des religieux. Alors, il y avait un catholique, et les autres étaient protestants, parce que vous connaissez le contexte de l'époque. Et il y a eu chamaillerie entre les deux dogmes. Alors, ça s'est mal passé, certains prenaient parti pour les catholiques, d'autres pour les protestants. Bon, ça s'est vraiment très mal passé. Il y avait quelques militaires qui étaient là, qui disaient « c'est moi le chef », l'autre il disait « c'est moi le chef », et donc la première colonie a périclité autrement que par les conditions, que par tout ce qui s'est passé à l'intérieur de cette colonie. Bon, les attaques étaient toujours incessantes, et dès février 1700, ils ont décidé de partir. Mais ça s'est mal passé, encore une fois, parce que les Espagnols ont encore contraint ce projet à être retardé, et puis ce n'est que finalement en février 1700 que les Espagnols sont venus voir le restant des colons et leur ont dit, bon voilà, on va signer un traité, comme quoi vous nous abandonnez tout ce que vous avez ici, tout ceci va devenir propriété de la couronne d'Espagne, comme ça l'était jusqu'à présent, et on ne veut plus entendre parler de cette colonie. Bon, malgré la résistance qui s'est maintenue jusqu'en mars 1700, le gouverneur espagnol de la région, qui s'appelle le gouverneur Pimiento, ça manquait pas de piment, a réglé le problème. Il leur a donné moins d'un mois pour quitter la région. C'est ce qui s'est passé. Elle a donc été abandonnée définitivement en avril 1700 et les navires ont quitté la baie des Écossais. Sur les 4 bateaux qui étaient perdus, il y avait le Rising Sun avec 140 colons à bord, le Duke of Hamilton, le Company's Hope. Ils ont tenté le retour vers l'Écosse. Les 2 premiers ont disparu encore dans des ouragans. Et le 3e, il a fait un naufrage au large de Cuba. Quand Hope Borounes, quant à lui, il est abordé par des navires espagnols au large de la Colombie, il est capturé, et les gens, bien sûr, après, sont pris comme des esclaves. Il y a très peu de documentation, quand même, là-dessus. J'ai quand même pioché pas mal de livres et puis de sites internet sur cette affaire-là. On est pauvre en documentation, et beaucoup, non pas se contredisent, mais ne donnent pas les mêmes éléments. Notamment concernant le nombre de morts. Bon, j'ai essayé de faire une cote mal taillée pour garder l'esprit de ce que c'était. Donc ces bateaux qui ont disparu au large de la Colombie, ce bateau est abordé, les Espagnols. Alors, sur les presque 2500 personnes des 2 expéditions qui ont tenté l'aventure du projet d'Ariane, seul moins d'une centaine a survécu. À ce chiffre, bien sûr, vient s'ajouter la mort des indigènes Kuna, dont on n'a pas tenu comptabilité, mais qui étaient effectivement participants aux bagarres avec les Espagnols. Donc, la compagnie a été abandonnée en avril 1700 sur contrainte du gouverneur Pimiento. Voilà, donc la baie des Écossais, je vous l'ai montré tout à l'heure, les expéditions d'après, le petit fort, les conséquences historiques. Alors, les conséquences historiques sont importantes. Le projet a été un échec désastreux. On peut dire que près d'un quart des liquidités de l'Écosse ont été perdues dans cette aventure, et, comme je l'ai dit, plus de 2000 personnes sont mortes. La responsabilité a été dirigée d'abord contre l'Angleterre, pour n'avoir pas voulu aider les colons, parce que Guillaume III s'est opposé jusqu'au bout à ce qu'il y ait cette implantation d'Écossais dans cette région. Ils avaient refusé aussi un soutien financier, et puis pourtant il y avait des colonies américaines pas loin, et ça aurait pu être quand même une porte de sortie, mais personne n'a rien fait pour.
Une autre part de la responsabilité a été attribuée à Patterson lui-même, qui a été accusé de mauvaise organisation, et c'est vrai, c'était très mal organisé, notamment une fois que la colonie était sur place, des dissensions entre les différents personnages qui étaient là-bas. Et puis, l'échec a été dramatique, parce que Patterson savait que c'était déjà une propriété des Espagnols, mais il a voulu faire le forcing, il a voulu y aller, parce que quelques années auparavant, les Écossais avaient tenté d'implanter une colonie en Amérique du Nord, dans le Maryland, sur une île qu'ils ont appelée New Scotia. C'était pas New Scotia, c'est New Scotia. Mais ça n'a pas marché non plus. Donc, et là, Patterson voulait effectivement, pour son peuple, etc., réussir à faire quelque chose d'intéressant. Donc Patterson qui a effectivement mauvaise organisation, précipitation, et qui a surtout négligé l'importance des Espagnols. La conséquence majeure de cet échec a été que le responsable politique, tant en Angleterre qu'en Écosse, se sont mobilisés. Il était tellement ému par le nombre de personnes qui étaient décédées. Et cela a amené à l'acte d'union en 1707, qui a officialisé entre l'Angleterre et l'Écosse la création d'un parlement commun. Depuis cette époque-là, ça s'est appelé la Grande-Bretagne. Avant, ce n'est pas l'appellation qui était faite. Donc les parlements écossais et anglais ont été dissous, et il a été créé le Parlement de Grande-Bretagne, qui siégeait à Westminster, et qui avait réuni officiellement les deux courants. Cet acte d'union a entraîné le versement par l'Angleterre, quand même, de 398 000 livres sterling à l'Écosse, en petite compensation des faramineuses dépenses qui avaient été faites par l'Écosse dans ce qui a été appelé et reste dorénavant dans l'histoire connue comme le désastre de Darien. Il y a eu des conséquences historiques dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Il faut savoir que l'acte d'union a été signé en 1707, mais en 1603, à l'époque de Jacques Ier d'Écosse, qui était Jacques Ier d'Écosse donc qui était Jacques IV d'Angleterre et Jacques Ier d'Écosse, puisque c'était toujours le même roi, il avait été envisagé d'unir les deux pays sous la même, avec un acte d'union. Ça ne s'est pas fait, et puis c'est revenu à l'ordre du jour en 1707. C'est une photo de ici, c'est un parlementaire écossais qui échange de traités avec la reine Anne. La reine Anne, qui n'était autre que la sœur de Guillaume III l'Orange, qui était décédé 2 ans avant la signature de cet acte. La conclusion. Alors la conclusion, depuis l'origine de cette hasardeuse tentative d'établissement de cette colonie, de ce comptoir, c'était voué à l'échec, principalement à cause de l'opposition de l'Angleterre, nous en avons parlé, à cause des aspirations coloniales de sa voisine écossaise, dont ça ne plaisait pas du tout aux Anglais, de l'hostilité des Espagnols, de la mauvaise organisation et de la médiocre gestion des affaires sur place par les conseillers qui étaient là-bas, le fameux climat, les maladies, ainsi que l'entêtement de Patterson. Tout ça a conclu à ce que les conclusions du traité ont fait que ça a tellement ému le peuple qu'ils ont pris en considération toutes ces choses-là. La participation des Kuna, si le peuple indigène du Darien, pendant l'expédition, s'est distingué aussi par l'aide qu'ils avaient apportée aux colons. Ils les ont beaucoup aidés, les Écossais se sont servis des Kuna comme des espions qui allaient prendre des informations auprès des Espagnols et leur rapporter. Tout ça parce que les Kuna étaient complètement opposés à l'occupation des Espagnols, dont on a parlé tout à l'heure, avec leurs pratiques assez sanguinaires. Ce sentiment d'hostilité, donc, a permis disons, non pas d'adoucir un petit peu la chose, mais ça a quand même coûté pas mal de vie du côté des Kunas. La débâcle de cette colonie a laissé pendant des années suivantes, et même jusqu'à nos jours, une profonde empreinte et de ressentiment important dans la mémoire du peuple écossais. La controverse entre l'Écosse et l'Angleterre a donc pris fin en 1707 avec cette signature de l'acte d'union. Alors, pas une parenthèse, mais dans la suite logique de la chose, en 2014,
lors de la campagne électorale pour le vote de l'indépendance de l'Écosse, le Darien désastre, c'est-à-dire le désastre de Darien, a été largement évoqué en raison de la charge émotionnelle qu'avait le peuple écossais, et c'était resté en mémoire. Et il y a eu une réelle animosité entre les Anglais et les Espagnols. Si bien que dans la campagne anglaise, pour refuser l'indépendance de l'Écosse, les Écossais ont été traités d'incapables, qui ne savaient rien faire. Preuve en était le désastre de Darien. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas terminé comme les Écossais le voulaient, puisque le pays n'a pas été indépendant. Et en conclusion de la conclusion, si je peux m'exprimer ainsi, le désastre de Darien, ça reste un épisode emblématique de l'histoire coloniale qui illustre à la fois l'ambition humaine et ses limites. Il montre aussi comment une erreur stratégique peut avoir des conséquences profondes sur un pays tout entier. Aujourd'hui, ils sont considérés comme un tournant de l'histoire de l'Écosse. Et c'est très connu en Écosse, cette affaire du Darien. Voilà donc quelles ont été, sommairement, parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas un historien, je me suis intéressé à ce sujet, j'en ai ressorti ce que je pensais être intéressant. Quant à mon expérience personnelle, alors voilà, certains connaissent Jean Guillou, voilà, pour une fois bien habillé, je l'avais obligé à se mettre la cravate et ça l'a beaucoup peiné. Donc Jean Guillou était né en 1916, en Bretagne, un vrai breton, il est né à Port-Lazo, et il est décédé en 2014 à Nouméa. En 2002, Jean, qui avait 86 ans déjà à l'époque, il s'était rendu dans la province de San Blas, c'est-à-dire cette province où se trouve le Darien et la baie d'Écossais, et principalement sur l'île Nueva Caledonia et sur la baie des Écossais. Et cela, bien sûr, sans avoir... Alors, la baie des Écossais, l'île est ici, et la baie des Écossais est ici. Il y a 6 km que nous avons parcouru en pirogue, encore une fois, et nous nous étions posés au petit aéroport de Koetupu, qui est un petit aéroport, une piste en mer. Donc, il a été à l'île de Nouvelle-Calédonie, il n'avait pas l'autorisation des autorités Kunas, parce que là, il faut demander, il faut des papiers tamponnés. S'il n'y a pas 5 ou 6 tampons sur la feuille, ils sont un petit peu sceptiques. Bon, il en a parlé dans le bulletin 131 de la SEH, pour ceux qui ont fait partie de la SEH, auront le loisir de le lire. Pour ma part, j'ai résidé au Panama de 2007 à 2014. Et Jean, qui avait 93 ans, m'a dit « René, je viens te voir. Je viens te voir parce que j'ai envie de retourner là-bas, pour voir si on peut aller voir les ruines du petit fort et de la petite ville d'Édimbourg. Il n'y a plus rien, mais Jean voulait absolument être sur place. » Bon. Alors pour concrétiser ce voyage, bien sûr, on a voulu le faire tout à fait dans les règles, c'est-à-dire que nous avons entrepris de faire les démarches nécessaires et de nous rendre au congrès Kunas, qui est ici. Là, c'est le congrès de la République de Kunas, qui a plusieurs noms. Alors ça s'appelle la Comarca de San Blas, ça s'appelle la République de Tulé, ça s'appelle San Blas, je sais plus. Bon, en réalité, on a été là-bas, on a été reçus par des Saïlas, qui nous ont reçus de façon très, très méfiante, et ils nous ont dit « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Alors, bien sûr, on voulait y aller 3 jours, et on a dit au Congrès, surtout Jean, qui était beaucoup plus crédible que moi, dans le cas, vu son grand âge, nous avons subi un questionnaire assez soutenu, assez inquiétant même. Et puis, bon, nous avons... Ce Conseil de la République de Tulé, Jean a argumenté qu'il était historien amateur français, que nous habitions dans une île du Pacifique qui s'appelait Nouvelle-Calédonie. Alors ça a un petit peu attiré l'attention des Saïlas qui nous ont dit ben nous, effectivement, on comprend pourquoi vous voulez aller là-bas. On voudrait savoir quels sont les parallèles qu'on peut faire entre les deux. Ils étaient ravis. Et surtout, nous avons précisé que nous n'étions pas des gringos, nous n'étions pas des Espagnols, des Américains, parce qu'ils ne les aiment pas du tout. Donc, effectivement, l'argument a fait mouche, et puis ils nous ont tamponné des tas de papiers. Ils ont des tas de papiers tamponnés pour autorisation d'y aller, etc. Donc, nous avons décidé d'aller le petit aéroport de Koetupu,
Et arrivé là-bas, il y avait un comité d'accueil qui nous a demandé si nous étions en règle. Alors effectivement, nous avons été obligés de produire les multiples documents tamponnés. Donc, ils nous ont acceptés. Ils ont mis à notre disposition une pirogue pour nous rendre jusqu'à l'île Nueva Caledonia. C'est grand comme un quartier de Nouméa. Alors, sur cette île-là, nous étions hébergés par ici. Voilà. Au milieu, vous avez la grande salle commune. Il y a une école qui s'appelle Escuela de Nueva Caledonia. Enfin, tout nous rappelait la Calédonie. Mais pour aller à cette Akuetupu, cette île, on ne peut pas y aller par la route. Parce que la route, on ne peut aller par la route de Panama jusqu'à la côte en face de l'île de El Porvenir. Mais après, on ne peut plus circuler parce qu'il n'y a pas de route. Et puis, par notre soin, c'est le bouchon de Darien où il n'y a aucune route. Ce bouchon de Darien, d'ailleurs, est toujours. D'ailleurs, je crois que dans l'assistance, quelqu'un connaît la chose parce que la personne qui est là a voulu faire la panaméricaine depuis le Canada jusqu'à la Terre de Feu, mais arrivé à Panama, on ne peut pas traverser, il n'y a pas de route, donc il a fallu mettre les véhicules sur un bateau, etc. Bon, la jungle, c'est pas de la rigolade, la jungle, parce qu'il y a les orpailleurs qui sont là. Il y a les FARC, à l'époque il y avait encore les FARC, et dès que les Européens viennent dans le coin, ils sont vraiment très mal vus, et on les prie gentiment de repartir d'où ils sont. Donc on a pris ce petit avion, on est arrivé à Akuetupu, et puis ils ont été effectivement transportés en pirogue jusqu'à la Calédonia, où nous avons été hébergés, et on a pu aller visiter la baie. Encore une fois, nous n'avons pas pu monter jusqu'au fort, parce que la mangrove envahissait les rivages, et puis le temps était aussi tout à fait exécrable. Donc ça, c'était notre tentative de périple en baie des Écossais. Ce qui vous a peut-être interpellé, c'est ça. Alors ça, c'est le drapeau de la République de Thulé. Alors pourquoi ça m'interrogeait? Ça m'interrogeait parce que dans certaines lectures, j'avais entendu parler d'une association ésotérique qui s'appelait Thulé, qui avait été mise en place par Heinrich, le collaborateur d'Hitler, Himmler. Il était fou d'ésotérisme, et le sigle de cette association, c'était effectivement la svastika, qui est après devenu le drapeau nazi, mais là c'est la vraie svastika indienne. Alors les autres l'ont inversé. Vous voyez quand même les deux couleurs du drapeau espagnol. Voilà, donc ils ont ce drapeau qui est toujours là-bas. Voilà, rapidement, la comarque d'assemblage dont je passe, c'est peuplé. Oh, pardon. Voilà, elle part d'ici, elle part à peu près de Portobello jusqu'à Darien. C'est une bande de terre à peu près de 10 km, mais la majorité des habitants vivent sur des îles. Il y a à peu près 360 îles qui sont là. Ce sont des gens charmants, très hospitaliers, très agréables, mais qui ne se mélangent pas. Ils sont vraiment dans leur coin et ils vivent selon leur tradition. Et cette province a été autorisée après l'indépendance du Panama parce qu'ils voulaient complètement être autonomes. Donc ils ont été. Et on doit payer $10 pour pouvoir rentrer dans cette. Nous avons payé avec Jean $10 à l'entrée quand nous sommes montés dans le petit avion, avec un tampon en plus, pour dire que tout est en règle. Alors, les îles des San Blas, c'est typique. C'est vraiment au ras du sol, il n'y a aucun relief. D'ailleurs, ils sont assez menacés par la montée des océans. Mais c'est très joli. Et là, ce sont des femmes indigènes, les femmes Kunas, qui sont habillées traditionnellement avec, sur la poitrine, un placard brodé. Ils appellent ça un mola. Et elles ont aussi aux jambes des colliers de perles qui sont. Et elles ont le chapeau rouge, ça veut dire qu'elles sont mariées. Alors, on peut très bien se repérer comme ça. Si vous voulez faire du tourisme, vous en saurez quelque chose. Voilà, nous avons donc fait un petit peu le tour. Je vous cite ici certaines de mes références, parce que j'ai quand même été chercher dans des choses crédibles, hein, notamment des auteurs. Et j'ai rencontré à Panama le fameux monsieur Munoz, qui était là. Avec Jean, nous avons été dans une petite boutique qui s'appelait Historia. Et il y avait un vieux monsieur qui était là, qui vendait des tas de choses sur les livres sur l'histoire de Panama. Il vendait aussi des actions du canal de Panama périmées, mais c'était le souvenir. Et ce monsieur nous a mis en contact
avec M. Munoz, qui est un universitaire panaméen, avec qui nous avons passé beaucoup de temps, même après le départ de Jean. Et quand j'ai eu l'idée de faire une petite intervention là-dessus, j'ai recueilli pas mal de choses. Voilà, j'ai été sur le site du Parlement d'Écosse, j'ai été sur la mémoire du monde de l'UNESCO, où il y a des choses très intéressantes. Et puis, c'est quelques autres. Et un livre de Mélanie Cournil, qui est très bien. Le livre de Mélanie Cournil, c'est une universitaire française qui enseigne à la Sorbonne et qui raconte des choses fort intéressantes. Voilà, ça c'était sur le projet d'Ariane. J'ai relevé dans ça des expéditions similaires. Alors, vous avez certainement entendu parler du marquis de Reis. L'histoire du marquis de Reis, c'était un Breton qui a voulu monter une affaire, mais derrière le mot affaire, il y avait plutôt le mot escroquerie, puisqu'il avait promis des terrains à des gens. Et il y a des Français, des Belges, des Italiens qui sont partis. Et ils sont arrivés, bien sûr, à Port-Breton, qu'on leur présentait comme une région extraordinaire où ils allaient faire grosse fortune. Finalement, il ne s'est rien passé. Compte tenu le climat qu'il y a là-bas aussi, c'était proche du Panama, c'est le climat. Hein. Et ils se sont trouvés complètement démunis. Et un jour, il y a un bateau qui s'appelle le Génil et un autre qui s'appelait l'Isère, qui croisaient dans les coins, et ils savaient qu'il y avait des colons là-bas. Ils ont essayé de les voir, donc effectivement, ils ont ramené tout le monde, ils ont embarqué tout le monde, et ils voulaient rapatrier tout ce beau monde vers l'Australie. Un des bateaux s'est arrêté à Nouméa pour refaire le plein d'eau et de marchandises, et il y a des Italiens qui ont souhaité rester en Nouvelle-Calédonie. Ils ont dit non, on ne va pas plus loin, on s'arrête là. Et parmi ces Italiens, certains ont fait souche. Et il y a une dame qui devait venir ce soir, qui malheureusement a eu un empêchement, mais qui est descendante de colons qui étaient donc à Port-Breton. Voilà, bon, rapidement, c'est ça. Bon, il y a eu 150 personnes qui ont été complètement dans la mouise. Et Jean en a parlé dans le bulletin de la SH, numéro 42. La deuxième chose, vous avez toutes et tous peut-être déjà visité le musée. Tout le monde a visité le musée ici? Bon. Est-ce que vous avez vu dans la salle principale, il y a un grand gouvernail, le safran de gouvernail. Qui peut me dire de quel bateau? Le Roanoke. Eh bien, le Roanoke, c'est le bateau, pas celui-ci. Celui-ci a coulé en 1905, je crois, ici, au large de Kumak. Ce bateau, ce Roanoke, doit son nom à une île qui se trouve en Caroline du Nord, qui se trouve ici. L'île de Roanoke, je vois bien. Voilà. Roanoke, c'était le nom de la tribu indienne qui habitait là-bas. Et les Anglais, cette fois-ci, ont été tentés d'aller installer une colonie là-bas. Donc ils ont installé cette colonie, et similitude avec le cas de la colonie néo-calédonienne, la première colonie qui était plutôt l'établissement d'un camp militaire, ça a périclité. Donc le fameux monsieur Raleigh, Raleigh, c'est la capitale de la Caroline du Nord aussi. Il a déclenché une deuxième opération pour amener encore du matériel, et arrivé sur place, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Ils n'ont trouvé que gravé sur un arbre le mot Crowtown. Crowtown, c'était le nom d'une tribu aussi à côté de Roanoke. Mais il n'y avait plus personne. Et bon, après, ils sont rentrés, bien sûr, mais dans l'histoire, cette colonie reste sous l'appellation la colonie perdue de Roanoke. Alors, c'est amusant parce qu'on a ici le safran d'un bateau qui s'appelle Roanoke, et il y a eu cette tentative de colonisation sur l'île de Roanoke. Voilà quelles ont été les similitudes. Une autre similitude dont je vous ai peut-être parlé tout à l'heure, Agricola, le général Agricola, alors qu'il a été conquérir le nord de l'Angleterre et de l'Écosse, il a rencontré les Calédonies, les tribus des Calédonies. Et quand il est rentré à Rome, il a vu son beau-fils. Son beau-fils, c'était l'historien Tacite. Et Tacite, dans le livre qui s'appelle La vie d'Agricola, il relate cet épisode. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ici, au large de Mato, il y a un bateau qui a coulé qui s'appelle le Tacite. Donc encore un lien avec la Calédonie,
si on est quand même tenté de le faire. Voilà, les questions sont les bienvenues, vous n'hésitez pas. Pour revenir sur le nom de Calédonie, j'ai quelques petites choses à vous dire, mais volontiers, si vous avez des interventions à faire, je suis à votre disposition pour tenter d'y répondre de la justesse. Voilà. Merci. Je ne suis pas habitué à parler devant un tel public, mais ça m'a fait plaisir au moins de partager des choses qui me plaisent et qui, j'espère, vous ont un petit peu intéressé. Voilà. Qu'est-ce que quelqu'un veut... Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque, effectivement, pour confirmer ce que vous disiez, que dans la mémoire collective écossaise, c'est un vrai traumatisme, cet épisode, et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai un bon ami écossais qui m'en a souvent parlé de ça, et ils ont très très mal vécu cette forme de vassalisation de l'Écosse envers l'Angleterre. Ils s'en sont jamais vraiment remis, en fait. Voilà. C'est ce que j'appelle une contribution. Merci, vous êtes gentil. Alors, d'autres contributions, peut-être? Alors, quelque chose qui va peut-être susciter un petit peu plus de choses, je vais vous parler des Calédonies II. Calédonie, c'est une tribu qui faisait partie de l'ensemble des Pictes en Écosse. Et Agricola s'est heurté à cette tribu des Calédonies, qui l'a nommé lui-même, c'est le nom vient d'Agricola, puisque c'était les Calèdes. C'était la tribu des Calèdes. Calède en celte et en breton veut dire dur. Et donc effectivement, Agricola a trouvé ces hommes très durs et il les a appelés les Calédones. Mais pour latiniser le nom, il les a appelés les Calédonies II, comme il a fait pour les Parisis, etc. La terminaison II en latin est utilisée pour le pluriel ou alors pour former des noms de tribus ou de groupes ethniques. Par exemple, Parisis désignait les habitants de Paris, et cette fameuse tribu gauloise. Et aujourd'hui, les Calédonies désignaient la tribu en Écosse, avec les Damonii, les Carénies, les Épinii. C'était toute une... Je vais montrer ici. Voilà. Calédonie, c'était ici. Et vous avez toutes les autres tribus qui sont autour. Donc Agricola a réussi à vaincre les autres, mais les Calédonies, ça a été plus dur. Il a réussi à le faire. Et ça n'a pas été facile, et c'est pour ça qu'il en a fait état à son beau-fils. Donc la terminaison permettait aussi de marquer l'appartenance d'un groupe ou d'une communauté spécifique. De plus, cette terminaison reflète la façon que les Romains ont transcrit et latinisé les noms indigènes. Les noms originaux des tribus pouvaient avoir des formes différentes dans leur langue locale, mais en les adaptant en latin, c'est devenu quelque chose de romain. Comme ça, tous les Romains pouvaient se savoir. Bon, en résumé, les Romains ils terminaient souvent les noms par I, parce que c'était la façon de former des noms en latin pour désigner des groupes ethniques. Ça a permis de standardiser les noms dans leurs écrits et leur organisation administrative. Alors, l'adjectif Caled, C-A-L-E-D, signifie dur. Et on le retrouve dans le breton Calet. Je ne sais pas s'il y a des botonisants ici. Et en gallois, c'est Caled, qui ont le même sens. Donc, le suffixe on se retrouve aussi dans les étymologies de nombreux peuples, tels que les Celtes continentaux ou les Britons. Il y a les Lingons, les Santons, les Pictons et les Calédons. Donc Calédon, Calédonie. Alors voilà d'où vient ce nom de Calédonie. N'oubliez pas de payer en partant. Donc ce nom de Calédonie serait resté complètement inconnu s'il n'y avait pas eu cet épisode de la guerre du général Agricola contre la tribu des Calédons au mont Graufis, et le chef s'appelait Calagos, le chef des locaux qui ont tenu tête à notre ami Agricola.
Voilà, la Calédonie, donc, aurait été complètement inconnue, ce serait peut-être appelé autre chose. Et puis, l'origine du mot vient effectivement de cette tribu et de ce que Tacite en a relaté dans la vie d'Agricola. Bien, je crois que j'ai beaucoup parlé. Peut-être, si vous avez maintenant d'autres questions à poser, c'est peut-être le moment. Vous n'oubliez pas de payer en partant. Et puis, voilà, je vous remercie sincèrement de m'avoir subi, d'avoir subi mes hésitations, mes erreurs de prononciation, quoi que ce soit. Mais en fait, quand on aime, on se fait plaisir. Et puis, je n'ai pas l'expérience de Madame Terrier qui est là, qui fait des conférences magnifiques et que je vous engage d'ailleurs à venir voir la prochaine tenue. Hein, c'est ça. Nous irons en Thaïlande. C'est ça. À bord sur les bateaux de royaux magnifiques pour défiler sur le Chao Phraya. Et c'est un défilé qui est tout à fait extraordinaire et très rare en fait. Est-ce que vous nous parlerez du Soleil d'Orient? Non. Ce bateau que Louis XIV a envoyé en Thaïlande, le roi de Siam, lui avait fait des cadeaux. Ils avaient choisi. En fait, l'ambassade siamoise a des échanges. Voilà. Donc ce bateau est parti de Thaïlande avec des tas de cadeaux pour Louis XIV et il a sombré après Madagascar. Et on ne sait pas où il est passé, encore une fois. Et ce Soleil d'Orient doit son nom, la ville de l'Orient doit son nom justement à ce bateau qui a été construit là. Les gens du coin allaient au chantier naval, ils disaient allez, on va aller voir l'Orient. Et le nom de l'Orient est resté dans le truc. Je vais arrêter d'étaler ma pauvre culture. Et sur une autre conférence. peut-être. Voilà, je vous remercie d'être venus si nombreux et nombreuses. Merci à vous.